les perturbateurs endocriniens, c'est une partie de l'explication. Et je vais développer ce point de vue en élargissant et en prenant en considération le contexte en fait, de l'évolution de la place des scientifiques dans le débat social. C'est l'essentiel du message que je voudrais faire passer. Voilà. Perturbateurs endocriniens, vous avez certainement remarqué que le thème a été abordé dans la campagne présidentielle. Bon, mais certainement, je ne vais pas vérifier dans tous les pays, hein, mais je suis convaincu que c'est le seul pays pour l'instant où cette question a pu faire l'objet d'un débat politique. Donc le Public Sénat a publié, interrogé l'ensemble des candidats d'ailleurs pendant la campagne sur perturbateurs endocriniens, que proposent les candidats. Et Benoît Hamon a été le premier à en parler. Et j'ai croisé, j'ai lu effectivement Benoît Hamon, je l'ai revu, j'étais invité au stand que tenait son association à la fête de l'humanité en septembre dernier. Et je vois dans les organisateurs de la tribune, il y avait effectivement je vous ai entendu à Sciences Po faire un exposé, et j'ai proposé à Benoît de reprendre cette thématique-là. Et c'est vraiment de façon comment les choses peuvent se décider au plan politique. Mais Benoît Hamon avait parfaitement compris l'enjeu, et il l'a parfaitement expliqué d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon avait, peu de temps après, d'ailleurs repris, en élargissant d'ailleurs à la dimension de la crise sanitaire, en employant l'expression crise sanitaire. Il a été celui qui a mieux formulé d'ailleurs cette question de la crise sanitaire, j'y reviendrai. Mais tout ça a percuté l'ensemble des candidats. Emmanuel Macron s'est prononcé sur l'interdiction effectivement des perturbateurs endocriniens, en élargissant là aussi le propos à la santé environnementale, qui sera une priorité du quinquennat. Ça, cette phrase, je la connais par cœur, je la dis et je la redis à nos interlocuteurs actuellement au niveau du ministère. C'est un engagement du président, alors quel que soit le vote que l'on a pu avoir effectivement dans cette campagne présidentielle, c'est un engagement, et cet engagement doit être tenu, et on attend effectivement, quand on dit c'est une priorité, on pense que ça ne sera pas la dernière année du quinquennat, c'est dans la première année que c'est au moins les bases de cette politique doivent être annoncées. Donc on attend d'ailleurs une communication le 13 février prochain des deux ministres, Nicolas Hulot et Agnès Buzyn, lors du groupe Santé Environnement, qui est le groupe qui suit la politique de santé environnementale. Même François Fillon s'était prononcé sur les perturbateurs endocriniens. Et puis je vais pas passer en revue l'ensemble des candidats, mais c'est pour vous dire qu'effectivement, voilà, au plan politique, la question est identifiée. Et au point de départ, c'est effectivement deux femmes qui ont un rôle extrêmement important. Je pense que leur nom vous dit, j'espère, quelque chose. Rachel Carson, qui, dans les années 60, met en cause les pesticides organochlorés, principalement le DDT, dans la disparition des espèces. La notion de perturbateur endocrinien n'est pas formulée à ce moment-là, mais le constat de l'impact des pesticides sur l'environnement est fait, et ça jouait un rôle extrêmement important, notamment par l'interdiction du DDT. La dimension santé est abordée, mais de façon un peu marginale dans son ouvrage. C'est Theo Colborn qui, en 1991, organise la rencontre de Wingspread, et ce qui va faire l'objet du livre Australian Future, publié en 1996, et c'est là que la définition du perturbateur endocrinien va être forgée par les 21 scientifiques, voilà la déclaration. Ils sont 15 disciplines scientifiques réunies, 21 personnes, et c'est une histoire de science qui devrait susciter des vocations, parce qu'on peut effectivement, 21 scientifiques qui se réunissent, peuvent effectivement, à partir de la mise en commun de ce que les différentes disciplines apportent, peuvent effectivement changer le monde. Il y a peu d'histoire quand même à ce niveau-là, mais c'est possible. Donc cette déclaration, quand on la relit, elle n'a pas vieilli, elle est très pertinente. Alors je voudrais resituer entre ce moment, effectivement, où la notion de perturbation endocrinienne est forgée par les scientifiques en 1991, et la présidentielle, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne se passe pas tout le temps, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc il a fallu effectivement une intervention de la société civile, et c'est ce que nous avons porté en tant que réseau environnement santé, ce qui a fait avancer effectivement cette question en s'adressant à la société et au niveau politique.
je vais revenir sur l'histoire et ce qu'on peut en tirer, mais je voudrais situer cette démarche par rapport à un problème plus large, qui est effectivement l'évolution de la société. Parce qu'il me semble que l'enjeu, effectivement, se situe à ce niveau-là. La science moderne se construit à partir des Lumières. C'est à ce moment-là que la notion de scientifique apparaît. Alors la science a commencé évidemment avant, mais la science moderne se construit à partir du socle philosophique des Lumières. Et on est aujourd'hui dans la société du risque, et on a une autre voie qui existe encore, mais qui pour moi est une impasse, une voie de garage, qui est celle qui a été développée à partir du XIXe siècle, sur cette idée que le progrès scientifique est identifié au progrès de la société. Cette idée c'est la même chose, si la science, s'il y a un progrès scientifique, forcément c'est un progrès de la société. Ça débouche sur ce qu'on peut appeler la religion de la science, c'est-à-dire le scientisme, pour lequel il n'y a pas de critique possible des conséquences de la science. Moi, j'étais souvent accusé d'être un obscurantiste. Alors, je me défends effectivement en tant que scientifique, ce que j'ai fait depuis ma formation. J'ai toujours défendu, effectivement, je suis toujours basé sur les données de la science, et effectivement, ça a été dit, la création du réseau environnement santé, c'est de mettre dans le débat public les données scientifiques validées. Et ce qui nous a permis de faire avancer les choses, mais on est encore accusé d'obscurantisme. Alors ce modèle scientiste, qui est encore en partie présent, effectivement, se construit avec des citoyens qui sont passifs. Bon, le savant a fait avancer la science et le citoyen attend les retombées du progrès de la science sans intervenir dans le processus. Ce modèle-là, qui existe encore, qui à mon avis doit disparaître parce qu'effectivement il y a danger. Dans la mesure, effectivement, surtout aujourd'hui, il nie effectivement la critique. Et la critique de la science, ce qu'il voit comme critique de la science, c'est les retombées, effectivement, de la science, et la technoscience, plus exactement, l'utilisation que l'on fait de la science. Et cette utilisation, elle a des aspects positifs, elle a des aspects négatifs. Et comme toute activité humaine, d'ailleurs, il n'y a pas de problème à celui-là à le reconnaître, mais cette évolution a été assez lente. Et c'est dans la deuxième moitié du XXe siècle que cette prise de conscience s'est faite. Les ouvrages des philosophes qui ont porté cette question-là, qui l'ont un peu construite, c'est Hans Jonas en 1979 avec le principe de responsabilité, où il met en évidence, grâce à la technique moderne, l'homme a désormais la capacité de s'autodétruire en peu de temps, ça c'est principalement par rapport à l'énergie atomique, et il pose le principe de la responsabilité vis-à-vis des générations futures. Ça c'est un tournant extrêmement important dans la pensée de la science. Puis un ouvrage qui, à la suite de Jonas, qui est déterminant, c'est parce qu'il lui, c'est Ulrich Beck en 86, qui publie La société du risque, avec un sous-titre qui est très important, sur la voie d'une autre modernité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul chemin qui soit tracé dans la modernité, il y a plusieurs chemins, il y a parfois des impasses. Je pense que la vision du scientisme nous a amené dans une impasse, et il faut aujourd'hui emprunter la voie de la société du risque. Une phrase qui me semble très importante dans l'ouvrage de Ulrich Beck, la production sociale de richesse est systématiquement corrélée à la production sociale de risque. Il faut effectivement construire les richesses, mais aussi en tenant compte des risques qui ont des effets aussi, des conséquences aussi économiques et sociales. Et dans cette logique, le citoyen devient actif. C'est sur la base de cette logique que le principe de précaution a été acté et qu'il a donné naissance à la Charte de l'environnement en France en 2005. Donc la naissance de la société du risque part principalement de la physique. En fait, c'est la remise en cause, effectivement, à partir de l'arme atomique. Le mouvement public joue un rôle extrêmement important. Puis après, il va y avoir effectivement les effets du type Tchernobyl-Fukushima qui montrent effectivement quelle utilisation on peut construire effectivement la physique. La biologie va aussi être impactée par cette question, à partir du moment où les enjeux de la reproduction vont être évident, il peut être en 78, le clonage. Il y a quelques jours, vous avez vu qu'on a cloné des singes, donc on peut cloner aujourd'hui l'espèce humaine. On a le transhumanisme qui se construit autour de l'idée d'améliorer l'espèce humaine. Ça pose des questions fondamentales, effectivement, sur l'utilisation de la biologie. Autre élément important, l'alimentation transgénique, l'OGM, les saumons transgéniques, avec tous les enjeux à la fois sanitaires, mais aussi les enjeux de l'environnementaux. La climatologie,
Là, je dirais que à ce niveau-là, il y a encore effectivement du climato-scepticisme, on le voit, mais la bataille au plan scientifique a été gagnée parce qu'il y a eu un effort extrêmement tout à fait important et qui, moi, me semble une référence pour rassembler les scientifiques de toutes disciplines. Je souhaite effectivement que sur la santé environnementale, on arrive à construire un GIEC de la santé environnementale pour rassembler les disciplines scientifiques, pour effectivement faire le constat, l'analyse du lien santé-environnement et la réponse à la crise sanitaire. Et dans ce contexte-là, la chimie joue un rôle. Alors, la chimie, j'y attarderai un peu plus parce que c'est effectivement l'enjeu des perturbateurs endocriniens, c'est le symbole de la modernité de l'après-guerre. Alors, je me souvenais effectivement de ce film d'Alain Resnais. Alors, Alain Resnais, grande figure du cinéma de la deuxième moitié du XXe siècle, qui se fait connaître en 1955 par un film qui parlait effectivement des camps de concentration, qui s'appelle Nuit et brouillard. Il sort Hiroshima, mon amour en 1960, autre référence effectivement dans le cinéma d'après-guerre. Et entre les deux, il fait Le Chant du styrène. Alors, Le Chant du styrène, qui passait totalement inaperçu aujourd'hui, mais en retrouvant les traces du Chant du styrène, c'est un court-métrage de 13 minutes, une commande de Péchinel, une grande industrie chimique de l'époque, autour de la fabrication d'un bol de plastique, en plastique, à partir de matière première qui était pétrole et chanvre. Donc le styrène, d'ailleurs, au passage, c'est un perturbateur endocrinien. On va reprocher à René de ne pas l'avoir mis. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est effectivement de voir qui a fait ce film. Raymond Queneau pour le texte, Pierre Dux pour de la Comédie Française, puis la photo, Sacha Vierny, qui est le chef opérateur de la Nouvelle Vague. Et en retrouvant effectivement le texte écrit par Raymond Queneau, autant suspends ton bol, ô matière plastique, d'où viens-tu, qui es-tu, et qu'est-ce qui explique tes rares qualités, de quoi donc es-tu fait? Donc, c'est inimaginable aujourd'hui d'imaginer effectivement un grand écrivain se prêter à ce genre d'exercice. Mais René allait chercher effectivement Victor Hugo comme référence. L'homme se fait servir par l'aveugle matière, il pense, il cherche, il crée. À son souffle vivant, les germes dispersés dans la nature entière tremblent comme le frissonne et le forêt au vent. C'est Hugo pur jus. Et on voit effectivement là, le fondement philosophique de la conception de la science de l'époque, c'est effectivement le développement on dépend de l'environnement d'ailleurs. Là, on ne voit pas effectivement les conséquences sanitaires, mais on est dans cette idée que la science va transformer le monde. Deuxième exemple, là, pourquoi je cite le capitaine Haddock, c'est ce qui tient en main. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Est-ce que ça vous dit quelque chose, une génération? Capitaine Haddock, lui, quand même. Mais cet engin un peu bizarre s'appelle le Flytox. Moi, je fais partie de la génération Flytox. C'est-à-dire qu'on s'amusait à tuer des mouches avec des DDT. On avait effectivement des affiches, comme la publicité de l'époque sur le DDT, mais aussi des bavards, en fait. Et on s'amusait effectivement à s'asperger les uns les autres de l'image de DDT. Et vous voyez, la publicité de l'époque, on disait aux parents, protégez vos enfants contre les insectes. Et puis, Digitis good for me, alors, vous voyez, ça c'est l'esprit des années 50. On met sur le même plan la vache, la pomme de terre et la femme. Tout ça, c'est des animaux de compagnie. Le résultat de cette utilisation massive du DDT, alors, qui va faire l'objet du livre de Rachel Carson, mais du point de vue de la santé, on a la confirmation 52 ans plus tard, 2015, publication tout à fait récente, de l'école de santé publique de Berkeley. C'est une étude absolument extraordinaire parce que c'est un suivi depuis maintenant 54 ans de 9300 femmes et à peu près autant de garçons qui sont nés, pour lesquels on a la concentration du DDT au niveau sanguin de leur mère. On va suivre dans plus de 50 ans près de 20 000 personnes, c'est un travail considérable. Parce que ce qui permet aujourd'hui d'avoir la réponse, effectivement, un taux plus élevé, multiplié par 4 en fait, de cancer du sein chez les filles, dont les mères étaient les plus imprégnées. 4 fois plus de cancer du sein. Quand on sait, effectivement, j'y reviendrai, le cancer du sein, c'est l'épidémie mondiale, c'est la première cause de cancer pour la femme dans le monde, pas seulement dans les pays développés, dans le monde. C'est une pandémie. Et on a effectivement, les mères elles-mêmes d'ailleurs,
si elles avaient moins de 14 ans en 1945, le risque est multiplié par 5. Donc ça donne l'éclairage sur la notion d'exposome que vous avez évoquée, la période sensible, grossesse, petite enfance, d'exposition à ces substances. Mais voilà les conséquences effectivement d'une mise sur le marché d'une substance toxique comme le DDT, que l'on mesure effectivement aujourd'hui, ça plus de 50 ans après. Je ne vais pas développer, mais j'ai quand même, pour compléter quand même le tableau, taux le plus élevé d'hypertension, cancer des testicules chez les garçons, on s'attend effectivement à avoir apparaître l'excès de cancer de la prostate. Et puis, pour en venir au cancer du sein, c'est une autre étude, mais elle complète les précédentes. On est dans les années 97-98, le DDT est interdit depuis 1972. Eh bien, les femmes qui ont un taux plus élevé de DDT dans leur corps ont, lorsqu'elles sont atteintes d'un cancer du sein, un risque 3 fois plus élevé de décéder dans les 5 ans. Donc, vous voyez, les conséquences d'une décision de mise sur le marché de cette substance en 1945 se font sentir encore aujourd'hui. Donc c'est le changement dans lequel on est dans la société du risque aujourd'hui par rapport au risque chimique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'immédiat, même le court terme, on est dans le long terme et on est dans le transgénérationnel. Et c'est la notion que la notion d'exposition aussi explique. Donc l'enjeu scientifique est considérable. Il est considérable, mais on peut... et donc on a besoin effectivement de développer l'activité scientifique par rapport à cet enjeu. Sur l'évolution de la chimie dans cette affaire, on a prise de conscience en 1810, première loi d'ailleurs des établissements classés, à partir du risque d'explosion et des odeurs. Voilà. Mais le risque chronique, on va commencer à prendre conscience à partir de Rachel Carson dans les années 60. On a l'affaire des Minamata, mais ça se passe au Japon, à l'époque ça paraît un pays tout à fait exotique. L'amiante, caricature là aussi d'absence de décision. Premier signalement en 1895 en Allemagne, et interdiction en France en 1997. Le Brésil vient d'interdire en 2017. Alors moi j'ai été personnellement impliqué dans l'interdiction en 97. C'était Henri Pézra, dans le nom, je pense, peut-être encore quelque chose, qui animait l'association que nous avions créée à l'époque, qui s'appelait l'Alerte. Et sur la base de publications de l'époque, on estimait qu'il y avait 3000 morts par an, et on nous disait où sont les victimes. Aujourd'hui, l'estimation effectivement est confirmée. On aura 100 000 morts liés à l'amiante, mais on est dans le domaine professionnel. Mais la société va bouger à partir du moment où on va s'apercevoir que ça contamine aussi les écoles. C'est l'école de Gérard Armé notamment qui va lancer cette alerte. Les perturbateurs endocriniens, donc 91, mais le lien ne s'est pas encore fait, il est fait en partie dans les décisions publiques, je vais y revenir. Mais le lien avec l'épidémie de maladie chronique, la chute de biodiversité, reste encore à construire. Et on a quand même au niveau des mesures qui ont été prises sur les produits chimiques, c'est à partir de 67, on a la première réglementation. Tout ça va pas changer grand-chose en fait. On va avoir un recensement et l'obligation d'évaluation dans REACH en 2007, mais on vient juste d'avoir la définition dans l'Union européenne en 2017. Donc on est encore largement dans ce qu'on peut appeler l'ignorance toxique. Je cite le rapport publié par le Programme des Nations Unies pour l'environnement sur le sujet. On est passé d'1 million de tonnes en 1930 à 500 millions de tonnes aujourd'hui, donc 260 millions de tonnes de matière plastique, 180 millions de tonnes d'engrais. C'est l'essentiel de la poids de la chimie aujourd'hui, un chiffre d'affaires multiplié par 24 en 40 ans. Mais, comme le dit le rapport, on sous-estime vraisemblablement la charge attribuable aux produits chimiques dans la mesure où 3% seulement des substances ont été évaluées. Donc, un rapport aussi qui est tout à fait important, c'est le rapport de l'Agence européenne de l'environnement sur les signaux précoces. Le coût, surcoût, on rapporte 1 à 1000, 1 à 10 000 par rapport à lorsqu'on a un retard à la décision. Et cette citation de Benjamin Franklin est tout à fait importante. Un investissement dans la connaissance, c'est ce qui rapporte le plus. Voilà. Donc les perturbateurs endocriniens sont une illustration de cette vision. Ça remet en cause largement, enfin totalement d'ailleurs, le fondement sur lequel repose actuellement notre réglementation. Il y a quelques difficultés pour faire avancer les choses à ce niveau-là, mais je pense que nous n'avons pas le choix. Donc jusqu'à aujourd'hui, la réglementation repose sur le principe de Paracels. Alors Paracels, c'est ce monsieur avec ce chapeau tout à fait moderne,
qui, dans les années 1500, constate effectivement que c'est la dose qui fait le poison sur la base effectivement du risque aigu. Si vous voulez, supprimer un adversaire, un conjoint, bien effectivement, il faut bien doser la dose, sinon vous risquez de ne pas avoir d'effet. Ça repose sur des mesures très simples qui consistent à tuer 50% d'un lot d'animaux. Le risque chronique va commencer à être pris en compte en 1945, dans les années 50, sur la base des travaux d'un toxicologue français qui s'appelle Truon. C'est la notion de dose journalière admissible. On va construire effectivement la réglementation, évaluation substance par substance, et sur le principe de l'existence d'un seuil de non-effet. Ça va donner effectivement, dans une deuxième phase en 1981, l'évaluation des risques. Donc l'Académie des sciences des États-Unis, en 1983, ça va être élargi, repris au niveau de l'Union européenne en 1993-1994. C'est la prise en compte de toutes les sources, mais on reste sur le même paradigme scientifique. Les perturbateurs endocriniens bouleversent cette vision, les rendent obsolètes pour une bonne part, pas totalement en tout cas, mais presque pour une bonne part, la réglementation actuelle nous met en jeu effectivement de trouver remplacer cette réglementation par une autre réglementation basée sur d'autres principes. Alors, les perturbateurs endocriniens perturbent effectivement cette vision classique, puisque c'est un autre mécanisme. Le mécanisme qui ultimement sert de base à la réglementation, c'est effectivement la mutation. L'effet de mutagénicité, qui induit des effets de type cancérogène, des effets de type reprotoxique. Avec les perturbateurs endocriniens, c'est la modification de l'action des hormones, soit directement en agissant sur les récepteurs cellulaires, soit en agissant sur la clé qui est l'hormone, du point de vue de la synthèse, de cette élimination du transport. Donc cette perturbation, la définition va être adoptée en 2002 par l'OMS, à partir de 2005. Il va y avoir 10 années de colloques à tous les niveaux pour vérifier effectivement que cette hypothèse était tout à fait pertinente. Et ce sera le cas, et l'OMS fait une définition qui va être un petit peu modifiée par l'Endocrine Society, mais qui ne change pas fondamentalement le fait que c'est une modification importante du mécanisme d'action. Et l'Union européenne finit par accepter cette définition, mais assortie de conditions qui limitent l'accès à cette catégorie. Ça reste encore un enjeu, mais l'essentiel a été gagné. Ce qu'il faut bien retenir dans les perturbateurs endocriniens, c'est ce qu'on appelle le changement de paradigme. Ça a été formalisé par l'Endocrine Society en juin 2009. La période fait poison, d'où l'importance de l'exposome. C'était des périodes sensibles, grossesse et petite enfance. Les effets peuvent être plus forts en faible dose qu'en forte dose. Ça va à l'encontre du bon sens et ça revient évidemment à la notion de TGA. L'effet cocktail, vous mettez ensemble certains perturbateurs endocriniens, ça a été fait plusieurs études. L'exemple qui montre que 0 plus 0 plus 0 égale 7 ou 30, comme ça dépend du cocktail que l'on a. Latence entre l'exposition et l'effet, les effets surviennent, il n'y a plus de trace directe de l'exposition, alors il y a une trace indirecte. Et ça je n'ai pas le temps de développer, mais c'est le mécanisme de l'épigénétique. C'est l'expression des gènes qui va être perturbée, la messagerie qui va être transférée de génération en génération. C'est le dernier point, c'est l'effet transgénérationnel. On a des éléments qui montrent qu'une exposition chez le rat ou chez la souris de l'arrière-grand-mère se traduit par des modifications, un impact sanitaire chez les fils, les petits-fils et les arrière-petits-fils. Voilà, donc la définition de seuil n'a plus de sens pour les perturbateurs endocriniens, tout ça fait l'objet de publication. Donc reconfirmation par l'Endocrine Society en octobre 2015, fort niveau de preuve au plan mécanistique expérimental, et le lien est fait avec les grandes maladies chroniques d'aujourd'hui, obésité, diabète, reproduction, cancer hormonodépendant, cancer du sein, cancer de la prostate, effet thyroïdien, neurodéveloppementaux, neuroendocriniens. Donc on a une partie importante de l'explication de la croissance de ces maladies dans le monde. Les principaux BE sont signés, sont désignés, les sphénographes, tabac, médicaments, période de grossesse, période critique, relation dose-réponse non linéaire. Autre rapport important, c'est le rapport de l'OMS et du PNUE, c'est que retient cette phrase, menace mondiale à laquelle il faut apporter une solution. Donc voilà, le contexte général, toutes ces données-là sont disponibles dans les années en 2009, quand on crée le réseau environnement santé, mais aucune décision n'a été prise.
Donc on va faire le choix, on crée le réseau environnement santé, on rassemble des ONG, des scientifiques, des professionnels de santé, des associations de malades, de façon à avoir l'ensemble de ces légitimités pour porter cette parole. Objectif, mettre la santé environnementale au cœur des politiques publiques. Et on prend les perturbateurs endocriniens comme exemple d'un retard dans la décision publique, d'un retard par rapport à l'évolution de la science. Alors les perturbateurs endocriniens, l'importance de se préoccuper de cette question, c'est le fait que ce sont des produits quotidiens, c'est une contamination générale de l'espèce humaine et de l'écosystème. Et 80% de la contamination vient de l'alimentation. Une grande partie des pesticides sont des perturbateurs endocriniens, une grande partie des cosmétiques, mais pas tous. Donc, vous voyez, 71% des fonds de teint contiennent un perturbateur endocrinien, et la bonne nouvelle, c'est que 29% n'en contiennent pas, donc on peut faire autrement. Les jouets, faire des jouets, alors il y a le fameux canard jaune, mais j'aurais pu prendre Sophie la girafe, alors on évoquait tout de suite. Oui, Sophie la girafe, c'est des générations qui ont sucé Sophie la girafe, donc ils ont avalé des phtalates. Très clairement. Les meubles textiles, pour le matériel électronique, ça c'est les polychromés, les perfluorés, et puis cette monstruosité pour laquelle qui part complètement éradiquée aujourd'hui, c'est d'utiliser dans les dispositifs médicaux du bisphénol et des phtalates. La population la plus impactée par les phtalates aujourd'hui, ce sont les prématurés, qui, par principe, sont nourris à une tubulure et une poche en plastique, qui, pour l'essentiel, contiennent des phtalates, alors qu'on sait faire des poches en plastique sans phtalates. Donc, on arrive à une contamination générale dès la naissance. Le dernier rapport de l'enquête ELF sur les polluants organiques, alors, pas le temps de détailler, hein, vous voyez les chiffres, 100% contaminés par les perfluorés, 100% par les pesticides, pyréthénoïdes, 100% par le PCB, 100% par 99,6% par les phtalates, 70% pour la bisphénol. Ça, c'est effectivement la conséquence de des campagnes que l'on a menées. Les autres pays sont encore à 95%. Donc on a progressé en France. Et puis 50% de pesticides organophosphorés à des niveaux qui induisent des impacts sanitaires sur la santé de l'enfant après exposition pendant la grossesse, mais aussi chez l'adulte. Donc la campagne sur le bisphénol va être construite autour de cet enjeu. De montrer effectivement que le biberon, et c'est du polycarbonate, donc c'est une matière plastique faite uniquement avec du bisphénol. Le monomère, c'est le bisphénol, et le polymère, c'est le polycarbonate. Et des niveaux de concentration évidemment très élevés, puisque on passe au micro-ondes, on chauffe, on dépolymérise à chaque fois. Donc, on a les données de 2006, la déclaration de Chapel Hill, voilà, une déclaration de consensus, une trentaine de scientifiques se réunissent, là aussi ils ne sont pas très nombreux, mais ils font l'état des connaissances, ils disent le BPA est lié au cancer du sein, cancer de la prostate, diabète de type 2, obésité, reproduction, problèmes neurocomportementaux. Depuis, tout ça a été largement confirmé. On sait, et ça c'est une notion à retenir de cette affaire du bisphénol A, on sait depuis 1936 que le bisphénol A est une hormone de synthèse. Il a été testé avec le distilbène pour savoir si on pouvait l'utiliser comme médicament pour prévenir l'hypospadias. C'est le distilbène qui a été retenu, avec ce que l'on sait aujourd'hui sur l'effet du distilbène. Les deux sont très proches d'ailleurs. On sait que c'est une hormone de synthèse. Néanmoins, on va faire une matière plastique, une polycarbonate, à partir du bisphénol A, et on va avoir une très bonne idée, entre guillemets, d'en faire un plastique alimentaire. On va faire des biberons, et on va faire une résine polyépoxy, le revêtement intérieur des boîtes de conserve. Donc deux sources de contamination majeures des nourrissons et des fœtus. On arrive à une contamination à 70, une contamination généralisée de la population mondiale, à des niveaux qui sont ceux qui induisent des effets chez la souris et chez le rat, malgré le fait que cette substance est éliminée tous les jours en quelques heures. Donc on est effectivement, je pense qu'on a une partie effectivement d'explication de la croissance des maladies chroniques liées à ce bisphénol A, à d'autres substances. Quand on lance cette alerte, on a en face effectivement un argumentaire porté par l'industrie des plastiques qui dit voyez, j'ai repris ça, j'ai gardé cette diapo depuis cette époque, en mars 2010. Les autorités sanitaires du monde entier ont conclu que les objets et matériaux à base de BPA sont sans danger. Voilà. Qu'ont-ils le dire? Il se trouve que l'agence qui s'occupe de cette question, l'AFSA, qui a été remplacée depuis par l'ANSES,
Ça a joué d'ailleurs en partie un rôle dans l'évolution effectivement de l'AFSA transformée en ANSES. L'AFSA nous explique que non, il n'y a pas de risque pour la santé aux doses auxquelles le consommateur est exposé. Et l'Agence européenne dit la même chose. À l'époque, on a 30 études positives, par exemple, mais pour la toxicité neurocomportementale, mais l'agence nous dit non, il n'y a pas de problème. Alors, l'astuce sur laquelle s'appuie effectivement cette expertise, alors il y a un enjeu effectivement pour la façon dont l'expertise est menée, c'est, on nous dit, on nous avance les critères de Climich. Alors, plus l'extérieur, mais les critères de Climich, ça va être sérieux. Climich, quand vous retrouvez la publication de l'époque, 97, c'est un employé de BASF, grand fabricant de carbonate et de bisphénol. Donc, conflit d'intérêt majeur, et que nous dit Climich, il nous dit effectivement, si les études menées sont des bonnes pratiques de laboratoire qui sont à prendre en compte. Ces bonnes pratiques de laboratoire, c'est un protocole qui date des années 70, qui est totalement obsolète, parce qu'il ne prend pas en compte justement les effets des faibles doses. Il ne tient pas compte des données scientifiques d'aujourd'hui. Et néanmoins, sur ces bases-là, on élimine 95% de la littérature. Qu'est-ce que l'on va faire? Moi, je vais envoyer une lettre à la directrice de l'AFSA, je vais envoyer des lettres à la ministre de la Santé, je vais envoyer des lettres au groupe parlementaire, j'ai écrit à Jean-François Cobé. Ces lettres, on va faire la synthèse de la littérature, et on va dire, voilà, il y a des données scientifiques sur le bisphénol. Donc le message subliminal, c'était, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Voilà. Effectivement, et ça, dans le contexte actuel, ça a parlé. Alors ça a permis effectivement une prise de conscience. Et on a pu effectivement aussi, en organisant des colloques, on a fait un premier colloque à l'Assemblée nationale en septembre 2010, avec le soutien de Gérard Pape, qui a joué un rôle extrêmement important par la suite, qui a animé le groupe Santé Environnement du Parlement. Donc, un deuxième colloque en avril 2011 au Lisbonne sur l'observatoire endocrinien et biodiversité, donc en rassemblant effectivement les données scientifiques, avec le soutien des scientifiques qui sont venus pour donner ces éléments-là, on a pu effectivement faire émerger cette question. Le Monde faisait sa une sur le bisphénol, les deux sous la scandale mondial en octobre 2011, et dans la foulée, on obtenait effectivement le vote du Sénat puis des députés sur l'interdiction des biberons, élargi à l'ensemble de l'Union européenne en novembre 2010, vote unanime des députés et en plus des sénateurs sur l'interdiction dans les contenants alimentaires. Là, voilà. Ce qui montre que si la société civile arrive à s'emparer d'une question comme celle-là, on a la capacité après d'arriver à une prise en charge politique. C'est la leçon que je tire de cette expérience. Le vote unanime, donc c'est pareil. On a pu effectivement dans la foulée, quelques temps, quelques années, quand on est arrivé, poser la question de la stratégie nationale, une stratégie nationale perturbateur endocrinien, avec l'objectif de réduire l'exposition de la population. Donc là, on ne discute plus de savoir si on est au-dessus ou en dessous des normes. On est dans un objectif. On ne peut pas gérer les perturbateurs endocriniens par la norme. Donc il faut effectivement réduire l'exposition de la population. On discute actuellement de la deuxième phase. Donc cette stratégie n'est pas remise en cause. Puis ça va rentrer effectivement dans les plans nationaux et régionaux santé environnement. Puis encore récemment, le travail qu'a fait l'ANSES au niveau européen, en déposant ce dossier à l'ECA, l'Agence des produits chimiques au niveau européen, on a obtenu un vote unanime, donc y compris les représentants de l'Allemagne ont voté pour classer le bisphénol comme extrêmement préoccupant sur la base des données animales, puisque les données humaines sont plus limitées, notamment le problème du cancer. Donc on a la décision au niveau présidentiel a été obtenue en partie, enfin largement, suite à la pétition qu'on avait lancée sur le thème « Aucun bébé ne doit être dépollué ». Et une conférence de presse sur le sujet, en présence des représentants des candidats qui se sont engagés sur cette question. Je pense que ça a permis effectivement après de préciser dans le programme cet engagement. Plus largement, la question des perturbateurs endocriniens pose le problème de l'origine développementale de la santé de la maladie. Donc ça, pour l'instant, le concept de la POAD n'est pas encore largement partagé, parce que le concept me dit quelque chose, ça a déjà été abordé.
Il y a une société francophone d'OAT qui a été créée en 2012, donc c'est assez récent. La Société internationale a été créée il y a 10 ans. Voilà une synthèse que j'ai repris de la Déclaration de Paris, publiée à l'occasion du colloque Itox 3. Beaucoup des grandes maladies, dont la prévalence a augmenté au cours des 40 dernières années, apparaissent reliées à partir des facteurs de développement consécutifs à des équilibres nutritionnels, des expressions environnementales, substances chimiques. Et vous avez toutes les grandes maladies d'aujourd'hui: obésité, diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire, allergie, maladie immune, auto-immune, neurodéveloppementale, neurodégénérative, puberté précoce, infertilité, cancer du sein, cancer de la prostate, ostéoporose, dépression, schizophrénie, sarcopénie. Donc, quand je fais une conférence, je démarre toujours en disant que je vais faire une conférence optimiste. Vous avez la preuve, effectivement, que c'est le cas, parce que là, on a un début d'explication de la croissance de toutes ces maladies. Donc, c'est une excellente nouvelle. Il ne faut surtout pas être catastrophé par ce constat. La science elle a produit effectivement cette connaissance-là, donc nous pouvons agir. Nous savons que si effectivement nous éliminons ces facteurs, à la fois, c'est plus large que les substances chimiques, hein. C'est la dimension nutritionnelle. Pour l'aliment est un environnement, mais c'est aussi, j'aurais pu prendre la déclaration de Itox 4, qui met le focus sur les facteurs psycho-affectifs. Donc tout ça est intégré à l'expression, l'épigénome, l'expression des gènes, et donc on est en train de redécouvrir ce qu'on savait un peu effectivement, c'est-à-dire qu'il valait mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Mais là, on a la preuve, le fondement scientifique, effectivement, pour le dire de façon plus assurée. Donc la conséquence de ça, en termes de politique publique, c'est effectivement, on a réussi à en appeler, on a obtenu une cause, pour que l'exposome rentre dans la loi santé. C'est l'article 1 de la loi santé. La politique de prévention de la France se construit sur le concept de l'exposome. Après, il n'y a plus grand-chose à dire. Après, il faut effectivement faire vivre. Mais on a là un premier point. On s'est basé effectivement sur ce schéma que je reprends j'apprends à Hanson et Gluckman, qui sont les fondateurs de la Société internationale d'OAD. C'est évident que si vous intervenez sur la période de la protection de la grossesse et de la petite enfance, le gain de santé globalement pour la société va être beaucoup plus important que si vous intervenez à l'âge adulte. Ça crève les yeux. Mais pour l'instant, c'est pas complètement acté. Nos institutions ne sont pas construites autour de cet enjeu. Le coût économique des perturbateurs endocriniens a été évalué en Europe et aux États-Unis. En Europe, 1,2% du PIB. Donc on ne peut pas nous dire que c'est une préoccupation intéressante, certes, mais que... Non, on a déjà un coût économique qui a été évalué avec la méthode du GIEC, en fait. Personne n'a contesté la démarche, et encore, ils n'ont pas pris en compte la dimension cancer hormonodépendant. Donc c'est le coût économique qui est vraisemblablement supérieur. Donc 157 milliards, 1,2% du PIB européen, c'est le budget d'ailleurs de l'Union européenne. L'ordre de grandeur, on voit effectivement l'intérêt effectivement d'agir pour éliminer ces substances dans notre environnement, c'est l'intérêt sanitaire, bien sûr, l'intérêt environnemental, et c'est aussi l'intérêt économique. Donc tout ça fait le lien avec une situation sur laquelle, par contre, pour l'instant, on n'a pas réussi à mettre vraiment dans le débat public, bien que le constat ait été fait par l'OMS. Voilà, la plaquette grand public publiée par l'OMS en 2008, ça va faire 10 ans, à l'occasion du premier plan mondial, qui est passé totalement inaperçu. L'OMS parle d'épidémie mondiale de maladies chroniques avec cette phrase: l'un des principaux défis du XXIe siècle consiste à s'attaquer à la charge mondiale des maladies non transmissibles. L'OMS va faire signer, présenter ça à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2011, déclaration signée par les 184 chefs d'État et de gouvernement, défi mondial d'ampleur épidémique. De nouveau, l'Assemblée générale de l'ONU va en débattre en septembre 2018, un objectif de faire reculer la mortalité prématurée de 30% d'ici 2030. Donc moi, le constat, ça c'est la conférence de Montevideo qui a préparé, donc personne n'a entendu parler, je pense, c'est un peu l'exception. Alors qu'on devrait avoir, c'est ce que nous demandons, pour l'instant on n'a pas été entendu, il y a un grand débat dans la société. Moins 30% au niveau mondial, qu'est-ce que ça veut dire en France? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au cancer? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à le diabète? Ce débat-là, ce n'est pas un problème de spécialistes, de techniciens de la santé, c'est un problème de l'ensemble de la société. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, pour mener ce combat,
eh bien, on appelle une mobilisation citoyenne et institutionnelle. Donc, on se fait effectivement les deux. On a lancé cette campagne Ville et territoire sans perturbateur endocrinien, avec un mot d'ordre positif, je peux choisir, je peux agir. On a organisé une première rencontre européenne de villes et territoires sans perturbateur endocrinien, qui s'est à Paris. Donc on avait, pourquoi européenne? On avait effectivement la présence de la ville de Madrid, qui s'est déclarée sans perturbateur endocrinien en juin 2017. On a emprunté à nos amis madrilènes d'ailleurs l'idée d'une charte. On a un peu adapté effectivement à notre réalité, mais une charte en 5 points, et dont l'objectif est de protéger la population et les écosystèmes, on a mis les deux, de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc, je passe sur les considérants, mais les 5 points, c'est le premier point, ça touche l'usage des produits phytosanitaires et des biocides. Deuxième point, l'alimentation, c'est principalement le passage au bio, notamment dans les cantines. L'information de la population des professionnels de santé, du procès de la petite enfance, qui sont des acteurs clés par rapport à cet enjeu. Le quatrième point, c'est les critères d'éco-conditionnalité. Et là, les collectivités locales ont un rôle extrêmement important à jouer, puisqu'elles ont un budget, elles font des achats, et elles peuvent effectivement agir directement. Paris, notamment, a déjà un critère d'éco-conditionnalité pour les produits de nettoyage, donc des produits sans alkylphénol. Alors, les alkylphénol, c'est le premier contaminant de l'eau. Enfin, c'est pas surprenant, puisqu'il est utilisé dans les produits de nettoyage. Donc, vous voyez l'intérêt, effectivement, d'avoir le regard à la fois santé et environnemental. Et si c'est vrai à Paris, ça doit être vrai à Créteil. Voilà. Je lance la bouteille à l'eau, parce que je lance l'appel, pelle du pied, voilà. Je pense que les locaux sont nettoyés ici. S'ils sont nettoyés, ils peuvent être nettoyés sans alkylphénol, ça serait parfait. Voilà, Madrid, Stockholm a dit un réseau des villes baltiques, c'est plus large que Stockholm. C'est des communautés s'engagent. La première communauté de communes à s'engager, c'est Cœur d'Ostrement, qui est en fait, le nom charmant qui a été pris pour désigner le tourisme. Donc Frédéric Delannoy, qui est le président, était venu au colloque, et puis là, il y a une mobilisation intéressante. On est dans le bassin minier, et il nous expliquait d'ailleurs que c'était un choix dans une population qui a la double peine, à la fois la précarité et le problème de santé à gérer, d'agir sur la santé. Dans les participants, Limoges s'est engagé sur des crèches sans perturbateurs endocriniens, mobilisant les professionnels de santé. Du point de vue des hôpitaux, on a un mouvement qui s'appelle Hôpital sans perturbateurs endocriniens, avec un partenaire qui est le Comité pour le développement durable en santé. Voilà, je suis allé à Toulouse avec la clinique Pasteur, la première clinique qui s'est engagée dans ce sens-là. L'éco-maternité de Guéret fait un travail tout à fait remarquable autour de cette notion d'éco-maternité. Les villes commencent à s'engager aussi, donc c'était Cœur d'Ostrement, c'était Grande-Salle, Paris a voté à l'unanimité, d'ailleurs, au mois de décembre. Strasbourg vient de suivre Paris, c'était lundi dernier, donc on est encore dans l'actualité la plus immédiate. Et puis, voilà, je pense que les collectivités locales sont en train, effectivement, de mobiliser la société civile pour réussir, je contribue en tout cas, à lutter contre la crise sanitaire et à réussir ce que j'appelle la révolution de la santé. On est dans une situation à peu près de même nature que celle dans laquelle on était fin 19e siècle. On était à l'époque, j'ai repris la une du petit journal de l'époque, donc vous voyez le choléra. On avait les épidémies de choléra encore à la fin du 19e, et principalement dans les années 1850-1860. Le choléra, c'est la tuberculose, le typhus, c'était l'essentiel des maladies. On a fait de la santé environnementale, on n'a pas comme ça à l'époque, mais c'était de la santé environnementale, on a agi sur l'environnement, on a fait des égouts, on a fait le courant, on a amélioré l'habitat, mais aussi les droits sociaux et l'éducation, ça a joué un rôle extrêmement important. On a ramassé les déchets, on a inventé la poubelle, par exemple. Inventé la poubelle, je rends toujours hommage au papier poubelle, qui est passé à la postérité. Ramasser les déchets, c'est extrêmement une banalité aujourd'hui, mais c'était. On a toute une génération d'ingénieurs, d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, de médecins, bien sûr, qui se sont mobilisés et qui ont contribué effectivement, par une action sur l'environnement, à arrêter
On arrête le choléra, c'est clair, la tuberculose, ça va prendre un peu plus de temps, avant même qu'on découvre effectivement les antibiotiques, avant même qu'on utilise la vaccination. Ouais. Et on est aujourd'hui dans une situation un peu numérique. Et ça, c'est votre génération qui doit effectivement se saisir de ces questions. Comment on fait face aujourd'hui à la crise sanitaire, sur les maladies non infectieuses, il faut agir sur l'environnement, avec compte tenu des données scientifiques d'aujourd'hui. Mais il y a la complexité de construire l'exposome. Sauf qu'on est effectivement, aujourd'hui, on peut parler des big data. Les big data nous permettent de comprendre de façon très fine. Je crois qu'on ne peut pas décrypter l'exposome si on n'arrive pas à manipuler effectivement des quantités astronomiques de données. Ça me semble beaucoup plus pertinent d'agir effectivement dans ce sens-là que de faire croire qu'on va effectivement décrypter le génome et vous dire, vous prédire la maladie que vous allez avoir dans 30 ans, 40 ans. C'est faux. C'est faux. C'est une illusion. Néanmoins, on voit effectivement des sommes astronomiques qui sont mises actuellement sur cette e-médecine, alors que l'enjeu, c'est la santé environnementale. Et donc, c'est ça l'enjeu. Et pour terminer, pour donner un peu la vision, un peu la philosophie de tout ça, dans la relation science-société, alors évidemment, je ne pouvais pas ne pas citer Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça reste toujours très vrai, mais il y a une citation de Ulrich Beck qui pour moi, le fondement effectivement de l'action que je mène. Sans rationalité sociale, la rationalité scientifique est vide. Sans rationalité scientifique, la rationalité sociale est aveugle. Je crois que c'est les deux. Il faut construire. Donc, par rapport à la vision scientiste, on oppose effectivement les deux. Là, on est dans une logique de complémentarité. Ce n'est pas les scientifiques tout seuls qui peuvent transformer une société, mais ils peuvent apporter, dans le dialogue avec la société, les citoyens eux-mêmes, les outils pour faire face aux grands problèmes que nous avons aujourd'hui, qui effectivement, quand je parle de la crise sanitaire, mais plus largement la crise écologique. La crise sanitaire, pour moi, c'est la 4e crise écologique. C'est un élément de la crise écologique. Grand problème. On va évoquer le réchauffement climatique, mais on peut évoquer effectivement la crise énergétique notamment. Voilà, tous ces problèmes doivent avoir une vision d'ensemble. La santé ne peut pas être non plus laissée de côté dans cette réponse à la crise écologique. Donc c'était un challenge tout à fait immense. La réponse ne sera pas apportée en quelques mois, même quelques années, c'est surtout sur une génération. Mais on n'a pas le choix, il faut aller dans ce sens-là, et je pense que c'est ce qui doit porter aujourd'hui l'action des scientifiques. Voilà, merci.